Nous avons l'honneur d'accueillir dans nos studios le directeur du programme alimentaire mondial à Port-au-Prince, Monsieur Jean-Martin Bauer, à qui nous disons bienvenue. Bonjour. Bonjour. Avec nous également pour conduire cet entretien, Jean-Ernest Pierre. Bon retour. Merci mon cher Tilou, mais tu sais que tu participes à l'entrevue, c'est ton émission, hein? Moi, je suis là et d'autant que j'ai déjà reçu Monsieur Bauer à mon émission il y a 2 jours, je crois. Oui. Mais il m'a tellement impressionné que j'ai décidé de revenir. Et peut-être qu'on pourrait aller un petit peu plus en profondeur aujourd'hui, mais on sait aussi qu'il a d'autres rendez-vous pas loin de la radio, mais il faut le libérer suffisamment tôt. Alors, Monsieur Bauer, ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, Tilou, première chose qui m'a frappé, il s'appelle Bauer, et puis j'ai fait l'entrevue tout en me disant, bon, il y en a beaucoup qui essayent de parler un peu à l'haïtienne, sans savoir qu'il est aussi haïtien. Oui, j'avais écouté ça et ça m'avait impressionné aussi. Je me rappelle même que vous aviez dit que vous ne soupçonneriez pas ça puisque le nom est plutôt américain. Absolument. Oui. Et je lui ai posé la question à savoir est-ce que c'est la première? Moi, je suis allé comme ça à dire que c'est la première fois qu'on a un représentant d'une instance internationale en place en Haïti comme haïtien et j'ose le dire parce que depuis un certain temps, on assiste à des gens qui passent en Haïti et Monsieur Martin Bauer peut nous confirmer que vous êtes effectivement d'origine haïtienne. Je suis d'origine haïtienne du côté de ma mère. Je suis né aux États-Unis. Okay. Je suis membre de la diaspora comme vous. J'ai grandi en entendant autour de moi le créole, en mangeant le riz John, en appréciant la musique des Chleu-Chleu de Coupé Cloué. Ça fait partie de qui je suis et c'est un grand honneur pour moi d'être le représentant d'une agence des Nations Unies en Haïti, un pays qui est dans mon cœur. Naturellement, on a toujours cette difficulté par rapport à des gens qui vivent dans la diaspora, qui vivent selon le style, le mode de vie en diaspora, à s'identifier. Nous, Tilou, on est né en Haïti, on a vécu, on a étudié en Haïti, et c'est normal, même quand on laisse Haïti ne nous laisse jamais. Mais pour quelqu'un qui est né à l'étranger, apprendre, s'intéresser à la culture haïtienne, Jean-Marc Bauer, c'est tout un exercice à faire. Il faut l'avoir réellement, hein. On sent qu'on est haïtien. Il y a l'appel, j'imagine, qui nous terrasse et qui prend toute la place, n'est-ce pas? Moi, je veux dire, Haïti exerce une attraction puissante, même sur celles et ceux qui ne sont pas nés là-bas. L'histoire du peuple haïtien, l'épopée du peuple haïtien, la libération d'Haïti et ses traditions sont tellement omniprésente que même si on n'est pas né en terre haïtienne, elle ne peut que nous habiter. J'ai eu la chance en étant petit de pouvoir voyager en Haïti avec mes parents et d'avoir connu le pays comme il l'était dans les années 80. C'est pas pour faire de la nostalgie du régime Duvalier, car c'est ce régime-là qui a chassé ma famille. Mais j'ai d'excellents souvenirs d'Haïti étant petit, ayant découvert cette terre et en découvrant toute sa richesse, toute son histoire, toutes ses traditions. Et je pense que quand on est immigré première génération dans un endroit comme les États-Unis et certainement aussi au Canada, on se rend compte qu'on est très différent des autres. On se rend compte que on est élevé d'une façon précise, avec une certaine discipline, une certaine attente par rapport à qui nous sommes. Et tout ça, ça vient de quelque part. Les notions que j'ai grandi avec, les notions de dignité, avec les notions de fierté, qui sont très différentes des valeurs qui étaient autour de moi aux États-Unis quand j'étais jeune. Et donc, c'est là, Haïti, ce n'est pas qu'une terre, c'est aussi, c'est un univers.
c'est une abstraction dans laquelle, qui nous réunit. Et je peux dire que c'est ce qui peut expliquer que ceux d'entre nous qui ne sommes pas nés en Haïti restons très attachés au pays. Je ne sais pas si on peut revenir au directeur du PAM. Alors, le programme alimentaire mondial côtoie vraiment ce qu'il y a peut-être de plus tragique, à part l'insécurité criminelle, la famine et tout. C'est quoi l'état des lieux actuellement en Haïti? Écoutez, vous parlez de l'insécurité, et cette insécurité que connaît actuellement Haïti a aussi provoqué une crise alimentaire grave dans le pays. Si on retourne à l'année 2016, juste avant le cyclone Matthew, il n'y avait pas d'insécurité alimentaire aiguë en Haïti. Il y avait la misère, il y avait la pauvreté, il y avait des problèmes pour les producteurs, mais on ne peut pas dire qu'il y avait une insécurité alimentaire aiguë. Et là, je parle des chiffres de la CNSA, donc du gouvernement haïtien. Le cyclone Matthew vient en octobre 2016, a créé une dévastation massive dans le sud du pays et plonge environ 1 million de personnes dans l'insécurité alimentaire aiguë. C'était le début de ce qu'on voit maintenant. Après le cyclone Matthew, il y a eu les pays LOC, il y a eu de l'instabilité politique, il y a eu un tremblement de terre en août 2021 qui lui aussi a dévasté les moyens d'existence de milliers de personnes dans le sud. Et nous sommes arrivés, alors quand je suis arrivé en Haïti en 2022, on était arrivé à 4 millions de personnes qui étaient en insécurité alimentaire aiguë. On est arrivé à 5 millions de personnes pratiquement fin 2022. Là, nous sommes à 4,3 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë. Et c'est donc cette flambée de violence, ce n'est pas qu'une flambée car elle dure dans le temps, cette flambée. Et je vais vous expliquer les dynamiques. C'est qu'à Port-au-Prince, on entend dire que 80% de la capitale est sous l'influence des groupes armés. Mais on a vu aussi cette violence s'étendre dans les zones du pays qui sont le grenier du pays, notamment l'Artibonite, ce panier alimentaire, ce grenier d'Haïti. Je me suis rendu plusieurs fois en Artibonite et j'ai été peiné de voir qu'il y a de grandes zones en Artibonite qui ne sont plus cultivées à cause de cette violence. Et en quoi consiste le travail du PAM en Haïti actuellement avec cet état de... Actuellement, ce que nous essayons de faire, c'est de travailler sur 2 dynamiques principales. C'est premièrement répondre aux besoins d'urgence et répondre de façon cohérente à ces besoins d'urgence. Donc je vous ai parlé de 4,3 millions de personnes qui sont actuellement en insécurité alimentaire. Nous espérons cette année atteindre 2,3 millions de ces personnes. Depuis le début de cette année, nous avons assisté 1,7 million d'Haïtiens avec une ration alimentaire ou alors du cash. On fait surtout des distributions en espèces, des transferts monétaires, souvent avec Mon Cash. Les personnes reçoivent sur leur téléphone de l'argent, ils reçoivent des billets et peuvent donc faire leurs achats eux-mêmes pour subvenir à leurs besoins immédiats. Alors ça, c'est un élément clé de notre réponse. Nous avons, depuis le début de l'année, dépassé les 50 millions de dollars américains de transferts à la population haïtienne. Nous avons aussi distribué des kits alimentaires pour pratiquement 8000 tonnes de produits. La moitié de ces produits ont été achetés en Haïti. C'est très important, je insistais là-dessus, nous achetons les produits en Haïti à 50%. C'est très important pour pouvoir permettre à l'économie haïtienne de vivre, de pouvoir permettre aux producteurs de réaliser des revenus. Oui, excusez-moi de vous interrompre, j'allais justement vous demander, vous achetez les produits en Haïti ou vous achetez les produits haïtiens? Alors c'est une très bonne question. Les produits que nous achetons sont semés, cultivés, récoltés en Haïti à 50%. Donc nous avons cette activité d'urgence, mais l'autre grand axe de notre travail en Haïti, ce sont des activités de résilience. Il faut pouvoir reconstruire le système, le capital social dans le pays. C'était d'ailleurs l'écrivain Jacques-Stéphane Alexis, écrivain engagé, qui expliquait que les peuples sont comme les arbres, ils fleurissent à la belle saison. Et donc nous devons, la communauté internationale, essayer de favoriser le fleurissement de ce peuple. Et ce que nous faisons, c'est que nous avons une activité structurante dans le domaine des cantines scolaires. Et nous avons porté notre programme de cantine scolaire à 20% de contenu local, à 50% de contenu local cette année. Tout ça, on l'a fait en 2 ans. Donc on travaille de plus en plus avec les organisations paysannes d'Haïti. Nous travaillons avec plus que 100 OPA dans le pays, avec plus que 5000
petits producteurs individuels pour acheter les aliments qui entrent dans la cantine scolaire et qui sont servis aux enfants tous les jours. Donc en tout, le programme de cantine scolaire appuyé par le PAM en Haïti, c'est 500 000 élèves. La moitié de ces élèves reçoivent un repas qui est semé, cultivé, récolté en Haïti. C'est des produits comme le riz, le maïs, la banane plantain, l'igname, le manioc. On a aussi les produits frais comme les carottes, les épinards, le mirliton, tout un tas de choses. Et ça permet aux agriculteurs, une fois de plus, de vivre. On renforce leur capacité et les enfants ont un repas sain et nutritif à la maison. Et Monsieur Bauer, je m'excuse. Oui. On a eu une discussion justement avec Tilou et puis moi-même je le dis tous les jours à ce micro depuis nombre et nombre d'années que en Haïti, malheureusement, ce que vous nous expliquez là, si on n'est pas convaincu que cette aide, ben c'est qu'on est vraiment sceptique. Mais fondamentalement, pour une aide qui a commencé une façon d'aider Haïti. Haïti a commencé à recevoir l'aide bilatérale depuis autour de 1954 et avant 1954, le pays était autonome alimentairement et était... Est-ce que, dans le fond, lorsqu'on analyse, lorsqu'on regarde la fonction de l'aide, est-ce que c'est une aide qui aide véritablement le peuple? Est-ce qu'on peut continuer encore pour un autre 30 ans d'aide, de vivre de l'aide et ad vitam aeternam? Excellente question. L'aide alimentaire en Haïti a commencé en 1954 avec l'arrivée du porte-avions USS Saipan au large de Jérémie. Mon oncle m'a raconté, il était là ce jour-là, il était à la pointe de Jérémie. Ce porte-avions arrive quelque temps après le cyclone Hazel qui avait dévasté la Grand'Anse. La Grand'Anse qui exportait alors des bananes jusqu'aux États-Unis. Enfin, c'est exactement ce que vous dites. C'est un pays agricole, vocation agricole, exportation. Ce porte-avions arrive et mon oncle m'expliquait que les hélicoptères apportaient à terre de la nourriture, qui a beaucoup aidé la population au moment de ce cyclone, mais l'aide ne s'est jamais arrêtée. Ouais. Et elle ne s'est jamais arrêtée, elle est arrivée jusqu'à saper la production nationale. Alors, mais d'où vient cette aide? C'était le président Truman aux États-Unis avait décidé de faire de l'alimentation un instrument de politique internationale. C'était à l'époque du combat contre le communisme. Et effectivement, on sait que la faim est le terreau du communisme. Et ils essayaient d'utiliser leurs excédents agricoles pour arriver à des fins géopolitiques. Non pas pour aider les agriculteurs, mais pour combattre le communisme. Et donc, ça a commencé comme ça et on s'est retrouvé avec un système d'assistance alimentaire internationale qui ne répondait peut-être pas aux besoins des personnes les plus vulnérables dans les pays qui recevaient l'aide. C'était plus c'était un autre étage, c'était une autre stratégie internationale et politique. Maintenant, vous avez raison, ces systèmes doivent changer. Nous ne sommes plus à l'époque de la guerre froide, elle est finie il y a bien longtemps. Et heureusement, on constate un changement dans les stratégies mises en place par les organismes internationaux, notamment en faisant les transferts monétaires plutôt que de faire venir des produits d'étrangers. On voit plus d'achats locaux, on voit plus de travail avec les ONG locales, on voit plus de travail avec les experts haïtiens. C'est ce mouvement s'appelle la localisation de l'aide. C'est pas une œuvre qui est achevée, mais on a beaucoup de progrès encore à faire en Haïti pour pouvoir arriver à cette localisation de l'aide. Et quand j'ai localisation, on a parlé des transferts monétaires, on a parlé de l'appui aux petits producteurs pour les cantines scolaires, on a aussi la mise en place de systèmes en Haïti qui éviteraient justement qu'il y ait le chaos après qu'il y ait un choc tel qu'un cyclone ou un tremblement de terre. Et je peux vous dire qu'on a les prémices de cela. On travaille actuellement avec le ministère des Affaires sociales et du Travail pour mettre en place un registre de toute la population haïtienne qui permettrait de cibler les personnes les plus vulnérables et de leur faire très rapidement des transferts monétaires. Et ce registre, il existe déjà, il s'appelle le CIMAST, il existe pour environ 30% de la population haïtienne, et il nous a permis de répondre de façon plus efficace au tremblement de terre de 2021. Il y a eu en août 2021 ce tremblement de terre dans le sud, et qui a aussi affecté la Grand'Anse. On a pu en quelques jours transférer de l'argent aux personnes qui sont déjà enregistrées sur ce registre. Alors que dans le passé, il fallait attendre une évaluation, envoyer des véhicules partout, faire venir un bateau et les gens recevaient l'aide peut-être même après qu'ils en aient besoin. Là, on a un système beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible et c'est ça ce qu'il faut pouvoir privilégier et il faut éviter
ce phénomène de dépendance. Il faut éviter ces phénomènes où on sape les moyens d'existence du pays. Alors Bill Clinton lui-même l'avait admis en 2010. On a vu que les décisions politiques d'ouvrir le marché haïtien aux agricultures internationales, ça n'a pas été la bonne solution. Et moi, en ajoutant, parce que je sais que Tilou a envie de poser une bonne là. Avec cette aide-là, j'ai perçu dans l'haïtien un fataliste qui attend l'aide et en bout de ligne qui devient, parce que nous, dans la diaspora, on continue à faire la même chose, à aider inconditionnellement la famille restée là-bas, et on dirait que celui qui reste là-bas à recevoir cette aide, des fois on lui met la nourriture dans la bouche, on avale, on digère pour lui. Il devient un abruti. Non, est-ce que c'est ce qu'on voit, ou est-ce qu'on voit des gens un petit peu plus ingambes et qui décident de faire quelque chose de leur vie? Oui, c'est justement, je voulais souligner parce que c'est toujours délicat. Moi, je reviens d'Haïti il n'y a pas trop longtemps. Je sais que cette aide-là, elle est nécessaire et utile. Elle est très utile individuellement. Mais il faut comprendre aussi que ça met une bonne partie de la population dans une posture d'assistanat qui fait que l'économie ne peut pas redémarrer parce que les gens s'attendent toujours à ce qu'on vienne leur donner. Alors, ma question est en rapport à ça, c'est quel est le rapport du PAM avec l'État haïtien et comment s'articule votre action dans le plan de l'État pour faire face à cette histoire de sécurité alimentaire? Vous posez d'excellentes questions. Alors, je voudrais vous rassurer que quand le PAM achète la production auprès des petits producteurs dans le sud, en Grand'Anse, en Artibonite, on fait aussi dans le centre et dans le nord, on a aussi commencé en début d'année. C'est pas nous qui cultivons les produits. Ce sont les petits producteurs eux-mêmes qui vont tous les matins dans les mornes cultiver, qui descendent la production au niveau des centres d'agrégation. La production, elle est triée, elle est préparée par les organisations de producteurs eux-mêmes. Tout ce que nous faisions avant avec des bateaux, avec des camions, c'est maintenant des associations de producteurs qui arrivent à le faire. Donc c'est pas une situation de passivité pour les bénéficiaires. Bien au contraire, ils sont très impliqués dans l'aide, ils sont très impliqués dans la production des produits que nous distribuons. Et donc on n'est pas du tout dans ce mécanisme d'assistanat. Il y a un mécanisme de protection sociale qui est mis en place en Haïti. C'est un système géré par le MAST où c'est vrai qu'on fait des transferts tous les mois pendant 18 mois d'une somme définie, mais il y a des mesures d'accompagnement, notamment sur le plan de la nutrition, sur le plan aussi de la formation à l'entrepreneuriat, qui permettent à ces personnes d'arriver à autre chose et de ne pas rester dans une posture d'assistanat. Maintenant, la question que vous posez, c'est comment est-ce qu'on travaille avec l'État haïtien. Je peux vous dire que c'est pas très bien connu, que le gouvernement haïtien est d'ailleurs le premier bailleur du PAM en Haïti. Ce n'est pas USAID, ce n'est pas le Canada, ce n'est pas l'Europe ou la France. Le premier bailleur de fonds pour nous, c'est l'État haïtien, parce que l'État compte sur nos capacités pour pouvoir mettre en œuvre des projets sur le terrain, notamment, je vous ai parlé du programme de protection sociale, financé par la Banque mondiale, donc via l'État haïtien, et aussi ces cantines scolaires basées sur la production locale. Et donc on s'inscrit de très près et en droite ligne avec les politiques du gouvernement, notamment la politique de protection sociale. Il y a aussi une politique d'alimentation scolaire. Ce sont des objectifs de ces politiques que nous défendons et que nous mettons en place. D'accord, nous allons marquer la pause, nous revenons dans quelques instants. Passer à travers les épreuves les plus difficiles, participer à toutes nos activités et surtout encourager toutes les entreprises qui nous confient la promotion de leurs produits et services. Notre force, votre indéfectible solidarité, votre dynamisme à toute épreuve. C'est PAM, c'est pas nous toutes. Le Boeing 1410 AM. Un voyage de 2 heures autour du monde, en musique, en information et en humour, tout en douceur. Une émission de variété, informative et divertissante, animée par Badiona Bazin et Junie Delva, tous les samedis de 9h à 11h. Un somptueux déjeuner vous attend à bord du Boeing 1410. Bienvenue à bord. Alors que le Canada s'engage à accueillir 15 000 Haïtiens, Vénézuéliens et Colombiens en échange de la fermeture du chemin Roxham,
le Québec a décidé de ne pas participer à cette démarche. On comprend facilement que si tel est le cas, ce sont les Haïtiens résidant majoritairement au Québec qui ne pourront pas parrainer un ou plusieurs membres de leur famille. Pour faire pression sur le gouvernement du Québec, vous appellerez le bureau de comté de votre député du Québec et en plus, vous nous donnerez vos coordonnées et son nom. On lui enverra alors une lettre dans ce sens en votre nom. C'est important. On ne doit surtout pas rater notre coup. Ensemble, on peut faire reculer Québec. 514-790-2726. Un message de CEPAM. CEPAM, c'est pas nous toutes. Oh, les temps passent, la vie et nos conditions de vie nous changent, mais nos souvenirs restent intacts. Tous les dimanches de 22h à minuit, Asma Heurtelou vous présente sur CPAM Souvenirs, Souvenirs. Les mélodies, les ballades, les hits de nos années de jeunesse suivent à un rythme effréné à cette émission et personne n'a le droit de nous déranger à ces rendez-vous privilégiés avec notre passé, notre histoire de vie. Cependant, il nous arrive de temps en temps que perdus dans nos souvenirs, nos paupières s'alourdissent et que... Rien de bien grave puisque tous les matins, entre 3 et 5 heures, il y aura une reprise de Souvenirs, Souvenirs. Dites-le à tous, les souvenirs ont la vie dure à CPAM, votre radio. Je caresse du bout de mes rêves, du bout de mes doigts, je dessine un secret. Le AM, c'est bon. Le FM, c'est bon. C'est bon. Mais entre le AM et rien du tout... Mais je l'aime, moi, AM. À la manière du 14-10. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Chers auditeurs, vous êtes toujours à Réveil Matin. Avec moi, Jean-Ernest. Nous recevons le directeur du PAM à Port-au-Prince. Il était en train de nous expliquer que l'État haïtien était le premier bailleur du PAM. Monsieur Bauer. Effectivement. Et c'est ce qui explique aussi cette transition et ce changement dans les mécanismes de l'assistance alimentaire en Haïti. Si c'est un pays étranger qui vient financer vos programmes, ce pays-là cherchera ses intérêts. Si c'est l'État lui-même, ce sont les politiques nationales qui sont au devant. Nous avons, par exemple, dans la politique nationale d'alimentation scolaire qui a été promulguée en 2016, un objectif qui était jugé alors très ambitieux. Cet objectif, c'était d'utiliser la production locale pour 100% des repas scolaires distribués en Haïti. En 2016, on trouvait que c'était extrêmement ambitieux de prévoir cela à l'horizon 2030 comme le voulait la politique. Je peux vous dire que le PAM, grâce au financement de l'État, a pu mettre en place cette activité que je vous décrivais, celle de cette alimentation scolaire basée sur la production locale qu'on appelle en Haïti les cantines pays. Nous avons commencé avec un pilote à peu près en 2015, donc juste au moment où cette politique était en cours de définition, sur 3000 élèves dans les NIP. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 230 000 élèves tous les jours qui reçoivent ces repas basés sur la production locale et nous sommes arrivés à 50% de contenu local dans notre programme. Nous arriverons à 100% d'ici 2028. Et c'est pour montrer que ces politiques nationales ont servi pour nous de guide, de référence. Et nous sentons que nous pouvons travailler de très près avec le ministère de l'Éducation, mais aussi avec d'autres structures de l'État haïtien pour nous permettre de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire donner une chance aux petits producteurs, servir des repas de meilleure qualité, des repas nutritifs, des repas sains aux enfants d'Haïti. Donc c'est là tout l'intérêt de cette démarche et de ce mécanisme de financement par l'État
de ces programmes et de l'articulation de ces programmes autour d'objectifs très clairs et parfois même relativement ambitieux. Si on n'a pas d'ambition, on n'arrive jamais nulle part. Oui. Alors, ces programmes-là, enfin, la collaboration, elle ne dépend pas d'un gouvernement en place à un moment donné, non. Non, c'est l'État. C'est avec l'État. Et puis, ces politiques ont été adoptées, notamment dans le cas des cantines scolaires. Ça fait depuis 2016. Okay. Et donc, la participation de l'État, cette participation de l'État, il n'y a pas de difficulté. Vous recevez ce qu'il y a à recevoir à temps. Nous travaillons de très près avec l'État pour être en mesure de remplir nos engagements vis-à-vis des populations, pour être sûr de faire avancer ces politiques. Alors, il faut être clair que la situation sur le terrain en Haïti est très difficile actuellement. Pour mettre en œuvre des programmes, alors que d'urgence ou pour mettre en place des cantines scolaires basées sur la production locale ou même le programme de filets sociaux, on est confronté à de grands défis. Et notamment sur le terrain, on a des défis de sécurité considérables. Vous savez sans doute que le PAM a été attaqué l'année dernière, au mois de septembre. Notre bureau au Gonaïves a été attaqué, pillé puis brûlé. On a aussi eu une attaque au niveau de notre entrepôt au niveau des Cailles. Et ça traduit toute la difficulté qu'il y a pour intervenir sur le terrain en Haïti. Mais je voudrais vous rassurer, même s'il y a eu ces attaques et malgré leur impact sur notre équipe, on n'a pas interrompu les distributions. Nous sommes toujours là. Nous avons continué à travailler dans les communautés de l'Artibonite et du Sud. Nous avons continué notre action dans tout le pays. Et je crois que ce qui nous caractérise, c'est qu'on a pu se dire, on continue à travailler sans rancune pour les populations les plus vulnérables en Haïti. Alors, je sais qu'il y a des zones qui sont contrôlées par des bandits. C'est juste. Où ils se disent carrément maîtres de ces territoires-là. Est-ce que ça arrive que le PAM ait à négocier avec ces gens-là dans le cadre de vos actions? Écoutez, on travaille dans les zones difficiles de Port-au-Prince. Nous sommes à Martissant, nous sommes à Cité-Soleil, à la Croix-des-Bouquets. Nous faisons des distributions à Bel-Air, dans le bas d'Elma, à la Saline, donc dans des endroits compliqués. Et c'est la caractéristique de notre travail, parce que c'est là où il y a la vulnérabilité. Je reviendrai au début de l'entretien où vous m'aviez posé la question de l'insécurité et de la faim en Haïti. Ce sont deux phénomènes qui sont étroitement liés. Nous, on ne remplirait pas notre mandat en Haïti si on n'allait pas travailler dans ces zones-là. Et donc, effectivement, nous sommes dans ces quartiers. Nous allons travailler dans ces quartiers avec de bons partenaires, avec des partenaires qui sont de la zone, pour pouvoir être sûr qu'on peut organiser des distributions dans la sécurité et dans la dignité pour la population. Monsieur Bauer, la question que mon collègue pose, c'est cruellement, est-ce qu'on négocie avec les bandits? Parce qu'il y a deux attitudes qu'on peut avoir en disant les bandits, ils sont connus, ils s'identifient, ils opèrent à visière levée, n'est-ce pas? Parce qu'on a entendu des histoires d'horreur aussi d'organismes internationaux qui négocient, plus que négocient, mais qui font des transactions avec ces bandits. Alors, on ne paye pas. Si c'est ça la question, est-ce qu'on paye pour entrer dans ces quartiers-là? Non. On est bien obligé de communiquer avec les personnes qui sont là, notamment, une fois de plus, pour assurer la sécurité du staff du PAM qui se rendra sur le terrain, du staff des partenaires, mais aussi des bénéficiaires. On est obligé de communiquer, mais je vais vous dire qu'on communique aussi avec beaucoup d'autres parties prenantes dans ces quartiers-là. On parle aussi avec les religieux, qui ont une grande influence. Il n'y a pas que les bandits. Il y a aussi les religieux, il y a aussi les associations de jeunes, les organisations communautaires de base, et on doit donc parler à tout le monde pour que notre action soit bien comprise. Mais si votre question c'est est-ce qu'on paye? La réponse est qu'on ne paye pas. Maintenant, vous êtes au Canada et est-ce que c'est le travail d'un directeur du PAM en Haïti dont l'organisation centrale, on va le dire, fait un appel pour une situation d'insécurité alimentaire, d'urgence alimentaire en Haïti et qui voit que, comme la plupart de ces appels, on n'aura pas la réponse et vous vous déplacez à l'extérieur. J'imagine qu'après le Canada, peut-être que vous irez ailleurs, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est votre responsabilité ou est-ce que c'est l'haïtien en vous qui vous pousse à faire
faire cette démarche supplémentaire pour aider vos compatriotes? Écoutez, le Québec est incontournable quand on parle d'Haïti. Si on est se considère comme faisant partie d'une communauté internationale, le Québec joue un rôle de premier plan, de par ses liens historiques, culturels, économiques avec Haïti, de par la présence d'une diaspora haïtienne importante ici dans la belle province. Et donc je me devais de faire ce déplacement pour vous rencontrer, pour vous expliquer qui nous sommes, pour voir aussi les ONG québécoises, pour rencontrer les coopératives agricoles ici qui ont d'ailleurs de bonnes choses à nous apporter en Haïti, et aussi voir les universités, rencontrer le gouvernement du Québec. L'ensemble de ces partenaires ont une contribution à apporter. Il ne faudrait surtout pas qu'on soit, alors dans mon rôle, que je reste passivement à attendre que viennent les appuis. Alors j'ai lancé des appels plusieurs fois depuis le début de mon mandat en Haïti au sujet de la situation dans le pays. Ça fait 40 ans que je vis au Québec. C'est la première fois que je vois un directeur du PAM de Port-au-Prince débarquer et faire ce travail que vous êtes en train de faire. Il faut bien le faire parce qu'il faut travailler différemment. La situation en Haïti cette année n'est pas une situation habituelle. Il faut réfléchir à d'autres façons de susciter une mobilisation en faveur du pays. Nous sommes tout simplement en termes monétaires à l'appel humanitaire le plus important pour Haïti depuis le tremblement de terre de 2010. Donc on ne peut pas se permettre de faire ce qui est habituel. Il faut faire plus. Et aussi en termes tout simplement des chiffres. On a parlé des chiffres de l'insécurité alimentaire. On a parlé des chiffres de la malnutrition à Port-au-Prince autour de Port-au-Prince, la malnutrition elle est aussi élevée qu'au Sahel. C'est pas normal. Enfin, et ces choses-là ne sont pas connues. Nos mécanismes de fonctionnement, on en a parlé, ils ne sont pas suffisamment connus. Et donc essayons d'avoir cet échange, essayons de faire les choses différemment pour Haïti, car la situation est très grave. Oui, mais j'ai l'impression que même en Haïti, le travail du PAM n'est pas si bien connu que ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication aussi? Parce que là, vous m'apprenez des choses, alors que moi, j'étais en Haïti il n'y a pas trop longtemps, et j'étais sensible à la sécurité alimentaire, à tout ça, mais oui. Je connaissais le PAM, mais je ne connaissais pas les détails de ces travaux-là. Alors c'est un travail de longue haleine. Je dois dire que c'était peut-être une erreur de notre part, mais on n'avait pas beaucoup travaillé avec les médias nationaux en Haïti. Peut-être que les organisations internationales préfèrent parler à CNN et BBC et CBC, mais c'est une erreur. On a changé de stratégie, notamment après avoir été attaqué. On a compris qu'il y avait peut-être un déficit de compréhension de notre travail dans le pays. Donc on fait notre mea culpa, on comprend qu'on a besoin de travailler de beaucoup plus près avec les médias nationaux, mais aussi les médias de la diaspora. La diaspora a une influence importante en Haïti. Et c'est pour ça que je suis là avec vous ce matin, c'est que notre action soit mieux comprise par des personnes clés. Et donc notre meilleure protection en Haïti, on a parlé de risques de sécurité, notre meilleure protection c'est l'acceptance. Le PAM peut se rendre dans des endroits très difficiles en Haïti, sans escorte, parce que notre travail est compris, notre présence est acceptée. Et ça fait qu'on a besoin de faire connaître qui nous sommes dans le pays, à l'extérieur du pays, et c'est bien pour ça que je suis là aujourd'hui. Monsieur Bauer, je m'excuse, vous êtes dans une fonction extrêmement importante pour Haïti, mais vous êtes aussi d'origine haïtienne. Avoir toutes ces situations-là, entre autres la présence de multiples organisations, des ONG qu'on appelle sur le terrain, quelquefois c'est pas toujours très beau la concurrence qui se passe entre ces organismes. Il a parlé moi j'ai déjà vécu ça à Gonaïve même, où un dépôt de la CAIR a été saccagé. Qui l'a fait? On se pose des questions. Mais maintenant, la question de concurrence sur le terrain. Alors que si les ONG s'entendaient entre eux pour avoir des programmes dirigés, disciplinés vers des besoins haïtiens, je pense que ça donnerait de meilleurs résultats, non? Je pense que je suis assez d'accord avec vous. Ce qui manque, c'est la coordination. Ce qui manque, c'est quelqu'un qui exprime une vision claire de ce qui doit être fait. Et je reviendrai à la partie de l'entretien que nous avons eu au sujet des politiques nationales. C'est très important que l'État haïtien définisse certaines grandes priorités
pour que les ONG et la communauté internationale ne viennent pas avec ses priorités. C'est pas la communauté internationale qui vient avec son plan. Il faut que ce soit un plan national. C'est comme ça qu'on arrive à régler les problèmes de coordination que vous avez décrits. Il faut savoir qu'après une crise aiguë, par exemple après un tremblement de terre ou après un cyclone, c'est vrai qu'il peut y avoir des gens qui viennent du monde entier avec des idées plus ou moins bonnes sur ce qu'il faut sur ce qu'il faudrait faire en Haïti. C'est pour ça que nous travaillons avec la DGPC, qui est la Direction Générale de la Protection Civile, qui prend le lead sur ces réponses-là. Actuellement, le problème qui me préoccupe le plus en Haïti, c'est le sort des déplacés à Port-au-Prince. Il y a eu depuis le milieu du mois d'août ces combats à Carrefour-Feuille. Rien qu'à Carrefour-Feuille, c'était environ 20 000 déplacés. Il y a eu des déplacés à Tabar. Il y a aussi eu des déplacés récemment à Sodo et à Mirbalais. Et la détresse de ces personnes est évidente pour ceux qui les rencontrent. On les voit vivre dans des écoles, dans des églises, sur des chantiers, avec rien. Ils ont dû quitter leur maison avec les habits qu'ils portaient. Et les maisons ont souvent été brûlées. Et c'est un drame. Mais si vous voulez, si je vois quelque chose de positif, c'est que justement, la Direction Générale de la Protection Civile a pris le lead. Et c'est eux qui font la coordination. C'est eux qui disent aux Nations Unies, aux ONG, mais aussi aux partis du gouvernement qui apportent une réponse, ce qui est nécessaire. Et je vais vous donner un exemple pour le service de repas chauds qui existe à Port-au-Prince. Le PAM, jusqu'à la semaine dernière, on faisait environ 20 000 repas chauds chaque jour pour les déplacés de Port-au-Prince. Donc on a ouvert 3 grandes cuisines à Port-au-Prince. Ils font la cuisine très tôt le matin et les repas sont transportés sur les sites par une ONG locale qui s'appelle la CAPAC, avec laquelle on travaille très bien depuis des années. Mais tout ce dispositif, il doit être coordonné avec ce que fait l'État, avec ce que font des organisations caritatives. Et je peux vous dire qu'on est en contact constant avec les autorités haïtiennes, notamment la DGPC dirigée par le docteur Chandler. Et ça, c'est une meilleure façon de faire les choses. Alors, je n'étais pas en Haïti après le tremblement de terre de 2010, mais j'ai entendu les histoires. Et j'entends ce que vous dites sur le manque de coordination entre... Moi, je l'ai vécu. Et vous l'avez vécu. Vous étiez sans doute là. Et moi, ce qu'on me raconte, c'est que il y avait beaucoup de duplication, il y avait du chaos, il y avait du gaspillage. Je ne vais pas faire semblant qu'il n'y a plus de chaos et plus de gaspillage aujourd'hui, mais je pense que c'est mieux organisé parce qu'on a justement cette structure nationale qui est en avant. Et aussi la reconnaissance par les agences des Nations Unies que c'est avec eux qu'on doit travailler. Et pour la réponse aux déplacés, je pense que ça se passe beaucoup mieux cette fois-ci. Vous n'êtes pas sans savoir que les institutions haïtiennes ont la réputation d'avoir beaucoup de corruption dedans. Et moi, je les ai côtoyés, je sais que c'est pas évident. Comment est-ce que vous vous protégez de ces histoires de corruption par rapport aux institutions haïtiennes? Vous dites que c'est la DGPC qui a le lead. C'est la DGPC qui permet aux différents acteurs d'être autour d'une table. On a une table ici dans le studio. La DGPC a aussi leur grande table où on se réunit au cours de comités de coordination où l'information est échangée. On se met d'accord sur qui fait quoi et on se met surtout d'accord sur qu'est-ce qu'on fait en cas de difficulté. Donc il ne s'agit pas d'avoir toutes les ressources sous la gestion de la DGPC. C'est pas comme ça que ça marche. C'est que les différentes parties, donc Agence des Nations Unies, ONG, départements étatiques, on se met d'accord sur la stratégie pour répondre à un problème donné. Et donc je vous ai donné l'exemple du service de repas chauds à Port-au-Prince. Alors ces repas chauds sont préparés par une ONG haïtienne. C'est financé par alors ces repas chauds, c'est financé par USAID qui a donné l'argent au PAM et le PAM fait les contrats avec ses cuisines, ses ONG et organise la distribution. Donc on est soumis aux règles que finalement de nos propres règles et aussi aux exigences de nos donateurs. Mais on ne se retrouve pas dans une situation où l'argent est tout simplement où la gestion financière est hasardeuse. Au contraire, on est maître du budget. Mais ce qui est important, c'est pas tellement qui gère le budget, c'est comment est-ce qu'on se met d'accord sur un plan, sur une planification,
s'il y a un jour où le PAM ne fait pas les repas, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui fait les repas, et que chacun joue son rôle. C'est une machinerie. Alors, je ne sais pas si vous avez tous les chiffres avec vous, mais est-ce qu'on pourrait avoir une idée du rapport entre le budget de fonctionnement du PAM et puis le budget pour les actions sur le terrain? Alors le budget, globalement, quand on fait des transferts monétaires, c'est 70% de l'argent qui arrive dans la main des bénéficiaires, et les 30% sont là pour gérer le suivi, l'évaluation, le ciblage, le rapportage, la sécurité et tout ce qu'il faut. Donc je trouve que c'est un rapport qui est relativement favorable. On n'est pas dans une... je trouve que ça explique... comment on travaille dans le pays, dans la mesure où vous avez cet argent qui arrive dans les mains des bénéficiaires, mais il faut aussi pouvoir donc tout simplement gérer l'opération, et donc vous avez ces frais qui sont additionnels. Je regarde Monsieur Bauer, il me rappelle un certain président américain, un peu, est-ce que vous voyez un peu de Barack Obama, un peu, hein, ouais. Qui a étudié aux États-Unis, qui a tout pour réussir, mais qui travaille en Haïti. Est-ce que parce que des fois là, quand on travaille avec des collègues étrangers, et puis il y a la situation de notre pays, c'est notre pays d'origine qui connaît une situation vraiment catastrophique sans nom. Vous avez connu Haïti sous Duvalier, et là c'est vraiment une situation à laquelle on ne s'attendait pas. Est-ce que c'est un avantage? D'abord, comment vous vivez ça auprès de vos collègues, qui voient Haïti comme... l'autre avait dit un gros mot, un président américain qui avait il avait dit un gros mot sur Haïti, je me souviens bien. Oui. On n'osera pas le dire, mais à quelque part, j'ai trouvé des Haïtiens à dire la même chose. Qu'il avait raison. Qu'il avait raison, parce que comment vous vivez ça, vous, face à vos collègues? Ce que je dirais à mes collègues, alors, quand je suis arrivé en Haïti, ils m'ont appelé tout de suite Tibama. Tibama. Voilà. Donc voilà, hein. C'était c'est mon surnom là-bas. Mais je pense que Vos collègues étrangers? Non, mais mes collègues haïtiens, mes collègues. Mais comment ils voient? Est-ce que ils trouvent que c'est dommage pour vous d'être originaire d'Haïti, ou alors est-ce que c'est une chance pour Haïti d'avoir un représentant comme ça, ou est-ce que... je pense que il y a des deux. Alors normalement on ne met pas de citoyen du pays comme représentant. Alors moi je ne suis pas citoyen haïtien, j'ai pas la nationalité. On m'a dit que je peux la demander puisque la loi a changé, mais peut-être que je le ferai à un moment donné de ma vie. Mais quand vous voulez être président d'Haïti. Voilà, le jour où je me déciderai. Mais pour le moment je n'ai pas la nationalité haïtienne. Mais c'est à double tranchant. Et c'est vrai qu'on peut se demander. Est-ce que le monsieur est objectif? Est-ce qu'il travaille avec autant de rigueur que le ferait quelqu'un qui serait isolé de toutes les pressions qui peuvent exister en Haïti? Bon, moi j'ai pas de famille en Haïti, tout le monde est parti sous Duvalier, et ceux qui ne sont pas partis sont morts. Donc je peux pas dire que j'ai de pression familiale ou sociale de cet ordre. J'ai des amis en Haïti, mais je pense que sur ce plan-là, je suis pas compromis, on va dire. Mais le fonctionnaire, en général, qui fait son travail, n'a pas d'état d'âme. Il est là pour faire un travail, il le fait. Mais vous, forcément, vous avez une sensibilité que tous ces étrangers n'ont pas. Il y a une sensibilité, je pense qu'elle m'a aidé, parce que je vais vous dire, je vous l'avais raconté l'autre jour quand on était en interview, c'est que j'ai aussi appris à connaître Haïti de par mon oncle qui était riziculteur près de Corail. Donc c'est entre Corail et Pâte-Large, il y a des rizières, et c'était la propriété de mon oncle Serge Picard. J'ai passé du temps là-bas quand j'étais adolescent, et c'est ce qui m'a donné envie de travailler dans la sécurité alimentaire. C'est ce qui m'a donné envie d'aider les communautés que j'avais vues. Alors ces personnes qui sont entre Corail et Pâte-Large et qui cultivent du riz, mais c'est très beau. Moi, ça m'a inspiré, mais c'est aussi très difficile. Et je vais vous dire que mon oncle a été ruiné en 94 quand les droits de douane sur le riz importé sont passés de 35% à 3%. Enfin, c'est une histoire malheureusement trop connue en Haïti, mais je pense que moi, ça m'a aidé.
vais vous dire que ça m'a aidé parce que je suis revenu en Haïti pour la première fois en 2022, après la dernière fois c'était en 97. J'ai vu que mon oncle avait été ruiné par ses politiques alimentaires. Moi, ça me donne justement beaucoup plus de motivation de me dire qu'on a une occasion en or avec ces programmes-là de faire mieux pour le peuple haïtien, de faire mieux pour les producteurs haïtiens, en achetant leur production, en soutenant ces producteurs avec des programmes innovants comme la micro-assurance, qui est quelque chose qui a démarré avec nous l'année dernière, comme ces filets de protection sociale. Et donc, je pense que ça me donne un petit peu plus je dois dire d'énergie et de volonté de changer les choses. Donc c'est ce que j'apporte, mais c'est vrai que ça peut être à double tranchant. Mais je dois dire que les risques sont relativement maîtrisés puisque je suis pas né là-bas. C'est un pays que j'adore, duquel je me sens très proche. Mais il n'y a pas cette interférence qui pourrait avoir lieu. Maintenant, on est au Canada et on parle aux Haïtiens parce que les Haïtiens ont un rôle également à jouer. C'est quoi le discours? Vous avez vu, on a abordé cette question la dernière fois, les réalisations des Haïtiens de la diaspora en Haïti, comment ils peuvent collaborer avec le PAM. Il y en a qui ont des projets en Haïti. Moi, je les rencontre tous les jours. Vous les avez rencontrés, j'imagine. Les membres d'organisations régionales qu'on les appelle. Mm-hmm. Alors, la diaspora est... alors, je me souviens de ma maman qui envoyait de l'argent à Jérémy tous les mois pour construire la nouvelle église ou pour venir en aide à des membres de la famille. Donc, c'est un mécanisme que je connais bien. Je vois en Haïti que la diaspora a un rôle primordial sur le plan économique. Alors, je vous ai parlé des chiffres du PAM. Alors, l'année dernière, en Haïti, on avait, tout programme confondu, dépensé à peu près 100 millions de dollars en Haïti. La diaspora, c'est entre 2 milliards et 3 milliards de dollars, donc c'est beaucoup plus. Nous, notre contribution est importante, mais celle de la diaspora, elle est critique. C'est la diaspora qui permet à Haïti de rester la tête au-dessus de l'eau pour de nombreuses personnes. Donc le défi pour nous est bien celui que vous mentionnez, c'est comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et je veux dire, je me demande, et j'aimerais bien entendre des propositions sur comment est-ce que une agence comme le PAM pourrait collaborer avec la diaspora, parce que on a pas d'autre choix que de travailler ensemble compte tenu des difficultés qu'il existe sur le terrain. Alors j'ai rencontré des associations de la diaspora ici au Québec qui il y en a une qui fait une école ici, une autre qui fait une école là-bas, une adduction d'eau potable ici, une clinique par là-bas. Et je dois vous dire, le sentiment que j'ai, et je me trompe peut-être, mais le sentiment que j'ai, c'est que c'est un effort important mais très fragmenté. Donc peut-être un individu va travailler dans un endroit d'où vient sa famille, où il est né. Mais j'ai du mal à dégager un tableau global et je me demande s'il y a des portes d'entrée pour une agence comme le PAM vis-à-vis de la diaspora québécoise dans son entièreté. Vous avez parlé de structure régionale. J'aimerais vraiment pouvoir arriver à un stade où les bureaux du PAM dans le pays, parce que nous sommes à Port-au-Prince, mais nous sommes aussi au Cap, nous sommes au Gonaïves, nous sommes à Miragouane, nous sommes à Jérémy. Nous avons des équipes dans chacun de ces endroits. Il y a au moins 20 personnes qui travaillent pour le PAM. Comment est-ce qu'on peut être en contact? Comment est-ce qu'on peut échanger? Comment est-ce qu'on peut... on a parlé de coordination tout à l'heure avec la DGPC et l'État haïtien. Ça serait magnifique qu'on ait ce dispositif avec la diaspora. Oui, alors moi, honnêtement, votre discours me rassure parce que je vois que non seulement vous maîtrisez la situation, mais vous comprenez aussi l'enjeu. Au nom des Haïtiens qui sont en Haïti, je vous dis déjà merci pour l'aide que vous leur apportez, parce que comme je le dis, c'est très utile. J'espère qu'un jour, on pourra vous dire merci au nom du pays, parce qu'il n'y aura plus d'insécurité alimentaire et que le PAM aura aidé à ce qu'on n'ait plus besoin d'une instance pour gérer cette sécurité alimentaire. Espérons-le. Donc, belle conclusion, Thilou. Oui. C'est ainsi que nous mettons fin à l'entretien. Nous remercions Monsieur Jean-Martin Brouwer. Vraiment, moi j'ai vraiment apprécié le moment. J'espère qu'on aura l'occasion de rester en contact pour avoir des nouvelles, comment ça évolue. Et je vous dis à la prochaine. Je demande aux auditeurs de rester branchés pour la suite du programme. Restez sur CPAM. À la prochaine. Au revoir tout le monde. Merci. Merci Thilou.